Bonjour à toutes et à tous, je vous fais un petit cadeau, un hors-série, puisque le texte qui va suivre n'est pas dans la continuité des salons que l'on va faire sur les géants, sur les gantes, les hantes et les hantesses. Donc là, c'est toujours issu du même livre de Louis Charpentier, Les géants et le mystère des origines. Le chapitre, c'est les menhirs. Le Petit Larousse illustré donne du menhir la définition suivante. Menhir, nom masculin du celtique men, pierre, et ir, long, pierre debout, qui est un monument mégalithique nommé aussi pierre levée. Ce nom de menhir, qui est du breton assez récent, est maintenant employé dans toute la France. Auparavant, on appelait tout bonnement ce mégalithe la pierre, parfois la pierre levée, la pierre dressée. Lorsque ces pierres présentaient certaines particularités, elles furent la pierre longue, la pierre percée, la pierre pointue, la pierre incise. Ces pierres existent en quantité dans le monde entier. Elles furent en France innombrables, si l'on en juge non seulement par celles qui restent, mais encore par le nombre de lieux auxquels elles donnent leur nom. Pierre fitte, pierre latte, pierre feu, pierre longue, etc. On retrouve ces mêmes noms dans les langues et patois, en Provence, per, en Italie, pietra, en Angleterre, stone, en Allemagne, stein. Le nom originel s'est perdu, mais il semble qu'on le retrouve dans certains noms comme Carlux, Carmaux, Carmel. Parfois, ces menhirs ont un nom personnel qui peut donner de précieuses indications comme cette bonde normande sur laquelle je reviendrai. Bien que la plupart de ces pierres n'aient aucun caractère sacré, il était fatal que, leur signification oubliée, une certaine superstition s'attachait à elles, reliques du passé, et dont, parfois, le poids et les dimensions semblaient outrepasser les possibilités humaines. Au temps chrétien, on les attribua volontiers à une intervention diabolique ou gigantesque. Comme les menhirs avaient parfois l'apparence de ces pierres avec lesquelles les faucheurs aiguisent leurs faux ou leurs faucilles, on les nomma affiloirs du diable, affiloirs de Gargantua. Tout comme certaines tables doléminiques devinrent palais du diable, palais de Gargantua. En y mêlant quelques sous-entendus scatologiques qui semblaient faire la joie des peuples gaulois, et pour peu que ces pierres fussent arrondies, elles furent les crottes du diable, vesses du diable, paix au diable. Plus intéressante est la superstition attachée à certaines pierres, encore de nos jours, qui leur attribue pouvoir de donner fécondité aux femmes bréhennes, stériles, lesquelles s'allaient frotter les parties prétendues intéressées contre ces pierres, et il en est qui ont acquis un remarquable poli après des siècles d'utilisation. Il fut un temps, pas si lointain, où nulle qualité ne semblait être supérieure à celle de la fécondité. Qu'il s'agisse de champs, d'animaux ou de gens, et il est de fait que nombre de pierres dressées sont liées à l'idée de fécondité, et pas seulement celles qui pourraient présenter une apparence phallique, cela est vrai pour des pierres rondes tout autant. Il faut en tout cas écarter l'idée que ces pierres dressées pourraient ne servir à rien. On ne transporte pas, on ne dresse pas, avec quelle peine, des pierres qui pèsent plusieurs tonnes et parfois plusieurs dizaines de tonnes pour orner un paysage à la façon dont, à une époque, on a parsemé les jardins dits à l'anglaise de fausses ruines. On pourrait, certes, penser à des monuments funéraires dans le genre des obélisques votifs, et il est arrivé souvent dans l'histoire des religions que l'on admette une possibilité de transfert des vertus d'un cadavre dans la pierre qui marque sa tombe. On ne peut a priori écarter cette possibilité, et il a pu se faire que des pierres dressées aient été tumulaires, mais il ne saurait s'agir de pierres de fécondité, à moins d'admettre qu'elles aient désigné quelques personnages dans le genre Bonfouter de François Villon, lequel, chacun sait, a Saint-Saturgiste sous Sancerre. Il se peut également qu'à une époque relativement récente, des pierres longues aient été dressées en borne entre deux territoires. Mais légendes et superstitions ne sauraient s'attacher à de telles bornes, non plus qu'une quelconque idée de fécondité.
Il se peut encore qu'elles aient été dressées en quelque sorte comme témoins d'un événement, à la manière dont Platon nous conte que les rois atlantes dressaient la stèle où s'inscrivaient leurs résolutions lors de leur réunion. Tout cela est plausible, et il est probable que tout cela fut. C'est pourquoi il est exclu d'admettre une seule utilisation des pierres dressées. Aucune explication ne convient à toutes, cependant. En des temps où je parcourais le Maroc en quête d'éléments pour un reportage sur l'économie marocaine, il m'arriva un soir entre Chichouen, où sont de si beaux tapis, et Marrakech, d'entreprendre une conversation avec un fellah, qui gratignait son champ avec un arrot primitif tiré par un attelage assez bizarre d'une vache maigre au-delà de la maigreur et d'un chameau qui n'était guère plus gras. Là-bas, c'est le bled sec, mais toutefois pas totalement aride. Dans le champ que l'homme labourait étaient d'assez gros blocs de pierre, non point assez énormes cependant pour ne pouvoir être déplacés de main d'homme avec un peu de peine. Je m'étais assis au bord de la route à contempler l'étrange attelage, m'étonnant de la peine que prenait l'homme pour guider son instrument entre les blocs. Il vint me voir et nous fîmes les salamalek rituels. Avec la méticuleuse et gentille politesse berbère, il me demanda si j'étais l'abbesse, si tout allait bien pour moi. J'étais l'abbesse. Je lui demandai s'il était aussi. Il l'était. Ma famille également, la sienne aussi. Nous convînmes qu'Allah devait être remercié. Nous le fîmes. Alors il s'assit près de moi et nous parlâmes de la terre, des récoltes, de ce dont parlent tous les paysans du monde, avec les gestes qu'il fallait, là où il fallait pour arriver à nous comprendre. Et Sabir, pour Sabir, sur la question des sauterelles, du rendement de la terre, du tracteur qu'il aurait désiré, nous nous comprenions très bien. Je lui demandai alors pourquoi il n'enlevait pas les pierres de son champ. Il me regarda comme si Allah m'avait refusé toute clarté, et il est de fait qu'il me l'avait refusé. Est-ce que je ne savais pas que quand Allah envoyait de l'eau, celle du ciel ou celle de la lune, la rosée entre parenthèses, c'était les pierres qu'il a gardées, et que sans pierres, son champ serait kiff-kiff la route. Je mis cela dans ma poche, et puis ces pierres, Allah les avait mises pour que la terre soit bonne et que les récoltes soient bonnes. Lui n'était pas un fki, un lettré, mais il savait voir la vérité des choses. Il y avait des pierres qui chassaient le mal, celle-là en était. Hamdoulillah, mais alors pourquoi ne pas mettre d'autres pierres? Peut-être un saint saurait, mais lui, il ne savait pas quelle pierre mettre ni où. Voilà, et il me souhaitait bonne route. Slama. Or, quand il s'agit de leur terre, il ne faut jamais prendre les dires d'un paysan à la légère. Je retins que certaines pierres dans un champ pouvaient être bénéfiques. Et puis je me souviens d'un autre paysan, un berrichon, qui avait aussi une pierre dans l'un de ses prés, une pierre qui était un menhir, superbe, dressé droit, de près de 4 mètres. Et à ce paysan, j'avais entendu dire « C'est peut-être ben à cause de la pierre, mais c'est quand même ben mon meilleur pré, et qui fait ben le meilleur profit aux bêtes, et que si je savais, je mettrais ben aussi dans les autres prés des pierres. Et après tout, les anciens qui l'ont mise là, cette pierre, ils avaient peut-être ben une idée que de derrière la tête. Ils étaient peut-être ben plus malins qu'on croit, les anciens. » Ces deux hommes qui, tous deux, le berbère et le berrichon, savaient de quoi ils parlaient quand il s'agissait de leur terre et de leur métier, étaient donc d'accord sur ce point. Les pierres d'Allah et les pierres des anciens étaient, agronomiquement parlant, bénéfiques. Cela donne à réfléchir. Il y a quelques 5 ou 6 000 ans, les Chinois avaient découvert, et peut-être pas eux seulement, que le corps humain est le siège de courants autres que les influx nerveux et que ces courants empruntent des parcours hors de tous les canaux anatomiques connus. Dans l'homme sain, ces courants, ils sont deux et de nature contraire, s'équilibrent. Mais si, pour une raison ou pour une autre, extérieure ou intérieure, ces courants sont déséquilibrés, la maladie s'installe et un microbe ou autre s'installe également. Or, les médecins chinois du temps avaient découvert également qu'il était possible d'agir sur ces courants en piquant certains points de leur parcours au moyen d'aiguilles de silex. Elles sont maintenant métalliques.
et de rétablir ainsi l'équilibre nécessaire ou de créer volontairement certaines perturbations. C'est la thérapeutique chinoise connue sous le nom d'acupuncture. Or, tout comme le corps humain ou animal, la Terre est parcourue de courants autres que les courants magnétiques et assez mal connus dans leur nature, mais qui ne peuvent demeurer sans action sur les couches géologiques qu'ils traversent, et qui ne peuvent donc demeurer sans action sur la végétation. Il me paraît impossible de ne pas faire le rapprochement entre les aiguilles de l'acupuncteur et ces aiguilles de pierre que sont les menhirs, grands ou petits, et qui semblent avoir une telle influence sur la végétation. Par ailleurs, il y a quelques lustres, des agronomes avaient tenté, avec un certain succès paraît-il, d'activer les cultures en dressant des antennes capables de recueillir l'électricité statique atmosphérique qui était ensuite répartie dans le sol par divers procédés. Il n'est pas exclu que le menhir, bien que la pierre ne soit pas bonne conductrice, ait une action du même ordre, particulièrement quand elle est humide, par exemple par l'eau de la lune, la rosée. On pourrait alors imaginer que les menhirs ont été dressés plus ou moins haut selon l'intensité du courant tellurique pour établir un équilibre bénéfique. Il y aurait là des études agronomiques fort intéressantes à entreprendre. J'ai déjà dit qu'il y eut, dans les civilisations passées, les lointaines, d'extraordinaires agronomes, et il faut admettre, quoi qu'on pense du fameux progrès continu, que ces civilisations préhistoriques ont possédé une science de la Terre près de laquelle notre science actuelle paraît enfantine. Et cela explique pourquoi la science traditionnelle est restée tellement occultée. Il est évident que les gens capables d'obtenir une mutation de plante ou d'animal devaient avoir sur la nature un pouvoir qui ne pouvait être remis entre les mains de n'importe qui. Quoi qu'il en soit, et pour en revenir à la culture, pour obtenir un rendement valable et nourricier, il a fallu de sorte ou d'autre pallier certaines carences de la terre. Il serait extraordinaire que des gens capables de créer céréales, fruits et légumes n'aient pas eu sur la valeur des terres et sur les moyens de remédier à leur insuffisance des connaissances assez étendues pour les améliorer de façon à permettre ces mutations. Par exemple en utilisant les courants telluriques, en les équilibrant pour le plus grand bénéfice de la végétation. Et devient-il tellement illogique de penser que ces hommes aient pratiqué une acupuncture terrestre dont les aiguilles menhirs sont encore en place en certains lieux? Allons plus loin. Serait-il extraordinaire que cette pierre équilibrante puisse rendre le même service à l'homme et aux animaux et pallier certaines carences en engendrant la stérilité? Il serait vraiment extraordinaire que, pendant des millénaires, des femmes soient allées se frotter contre ces pierres de fécondité si aucun résultat n'avait jamais été enregistré. La superstition fait sans doute accomplir bien des choses, mais croire que cela pourrait durer des millénaires serait l'effet d'une bien grande crédulité. Si l'on tient comme moi que certains menhirs sont des facteurs d'équilibre analogues dans leur essence aux aiguilles des acupuncteurs, on peut également tenir que leur action peut régulariser, voire neutraliser les courants capables d'engendrer des perturbations physiques dans la texture des terres. De ces courants, il en est deux bien connus de la science moderne parce qu'ils sont détectables relativement aisément. Ce sont ceux provoqués par les courants d'eau souterraine et ceux provoqués par les failles et glissements de terrain. L'eau souterraine, par son mouvement, crée un courant électrique qui se manifeste par un champ magnétique, champ que les gens sensibilisés sentent très bien et qui permet de détecter l'eau, ce qui est le cas des animaux et des sourciers. Il existe dans la commune de Blasimont, en Dordogne, dans cet entre-deux-mers dont je parlais, une source qui offre l'apparence en creux d'un énorme pied humain. Cette source est située près d'une chapelle en ruine vers laquelle se déroule depuis l'ancienne abbaye de Blasimont un pèlerinage annuel. Cette chapelle est dite Notre-Dame de Bonne Nouvelle, et je suppose que c'est un arrangement pour la nouvelle bonne dame, la Vierge chrétienne, celle qui a succédé à l'ancienne Bellissama. Or, il existe, entre cette chapelle construite tout contre une dalle mégalithique et la source, une sorte de vallonnement sous lequel chemine l'eau qui aboutit à la source. Et ce vallonnement est marqué d'un alignement de petits menhirs installés sur le courant tellurique produit par l'eau souterraine et qui,
sans doute, protège les cultures du vallon des perturbations que pourrait produire ce courant. Malgré la gêne qu'ils doivent causer, le propriétaire les a sagement laissés en place. C'est, en fait, déjà un alignement que l'on peut dire de fécondité, et aussi de protection. Lorsque les courants telluriques sont provoqués par des failles, résultat d'anciens glissements de terrain, il se peut que le problème devienne plus complexe. Lorsque deux terrains ont glissé l'un sur l'autre, le décalage des couches géologiques met en contact des terres de complexion différentes. Et il se produit alors le phénomène bien connu utilisé par le thermomètre à aiguille. Lorsque deux matières différentes sont en contact, toute variation de température donne naissance à un courant électrique. C'est un phénomène qui peut être faible ou fort selon les matières employées, mais qui est constant. Donc, partout où il existe une faille de terrain, chaque changement de température fait naître un courant électrique, d'où un champ magnétique qui peut avoir une plus ou moins grande influence sur la fécondité. Mais il existe une action plus directe sur les terrains, due à l'électrolyse. Une électrolyse qui, à la longue, et peut-être plus rapidement qu'on le pense, détériore les couches en contact et peut, de ce fait, provoquer de plus amples glissements pouvant entraîner des cataclysmes, surtout en bordure de mer. Il se trouve qu'en France, deux régions ont de tout temps été menacées par des mouvements de terrain. Le Massif central, nid de volcans éteints depuis relativement peu de temps, et le Massif armoricain, soumis aux attaques de la mer, et des failles parcourent ces massifs. Et l'un et l'autre massif sont soumis à des différences de température, le Massif central par la proximité du feu souterrain et celui des côtes par les alternances des marées. Et il se trouve également que ces deux régions sont les plus riches en monuments mégalithiques, et particulièrement en menhirs et en alignements. La coïncidence est, au moins, troublante. Troublantes aussi sont certaines légendes. Aux environs du Mont-Saint-Michel, dans les terres, des menhirs demeurent qui portent des noms bizarres. À Pontorson, à Vieux-Viel, au sud de Pontorson, un menhir a nom Pierre Bonde. Et il est dit que ce menhir bouche l'entrée de l'abîme. Et si on le retirait, alors les eaux de l'abîme envahiraient les terres. Il en est un autre qui a nom La Clé. Et celui-là peut, paraît-il, tourner sur lui-même. Mais si on le tournait, alors la porte des eaux se trouverait ouverte. À Saint-Sanson, près de la Rance, le menhir de la Timbale est une des trois bondes de l'enfer. C'est là une des trois clés de la mer, les deux autres ayant été perdues et aux mains d'une sorcière. Si l'on tournait la pierre, la mer déboucherait en bouillonnant, ce serait un déluge. Il y a encore une autre pierre bonde à Corsept, près de Paimboeuf. Ici, c'est Gargantua qui la laissa choir et elle arrêta la rivière, ce qui forma la plaine marécageuse dite du Maréchaudeau. Or, le temps n'est pas si lointain, où le mont Saint-Michel, maintenant au péril de la mer, était une colline dans les terres. On conserve même le souvenir de la forêt qui l'entourait, et qui s'étendait fort avant dans ce qui est maintenant une baie. Nous savons que quand les Bretons de Grande-Bretagne, pourchassés par les Saxons, vinrent chercher refuge en pays d'Armor, qui devint par la suite Bretagne, ils étaient déjà chrétiens, contrairement aux Ismis, aux Vénètes, aux Coriosolites, qui luttaient encore à la fois contre la Rome chrétienne et contre les Francs. Et l'on sait de façon certaine qu'une sorte de guerre religieuse les opposa, dans la région du Mont Saint-Michel, aux païens qui vénéraient encore les pierres dressées. Ces monuments mégalithiques, désignés par les prêtres bretons comme pierres du Dable, et ils en brisèrent une grande quantité, dont d'ailleurs le grand dolmen qui couronnait le mont et qui était lieu de pèlerinage pour la Gaule. Et c'est peu après cette invasion bretonne que la mer envahit la baie du Mont-Saint-Michel. Coïncidence ? Sans doute. Coïncidence aussi le fait que ce soit après l'invasion chrétienne bretonne que se produisit l'affaissement du golfe du Morbihan, qui n'existait pas encore au temps de César, au temps des Vénètes. Les nouveaux venus, ardents chrétiens, ignorant les traditions locales, ont-ils porté une main malheureuse sur quelques bondes ou sur quelques clés? Mais le fait est que les eaux montèrent à l'assaut des terres, isolant le mont et Tombelaine.
submergeant une partie du territoire des Vénètes. Et comment être sûr que la submersion d'Is dans la baie de Douarnenez ne fut pas le résultat de quelque destruction de cet ordre? Car l'existence de la ville d'Is n'apparaît pas du tout légendaire. Cette ville a certainement existé, et la preuve en est fournie par le nom même des peuples qui occupaient le Finistère, les Ismis. C'était une ville sacrée, comme l'indique son nom, d'Is. Et elle fut sans doute particulièrement sainte puisque le peuple porte le nom de la ville, ce qui laisse d'ailleurs supposer que les Ismis étaient antérieurs aux Gaëls et à l'invasion celte du XVe siècle avant Jésus-Christ. Le nom de son roi est également révélateur, il a pour nom Gradlon, ce qui paraît indiquer un gardien du Graal. Que dit la légende chrétienne ? Cette ville d'Is était protégée de la mer par des digues et il existait une clé de cette digue. Et si l'on tournait la clé, la porte de la mer s'ouvrait et la ville était engloutie. Cette clé, cette porte des eaux ne vous rappelle-t-elle rien ? Ce n'est pas la première que nous rencontrons, puisqu'il en existe bien d'autres en baie du Mont et près de Paimboeuf. Et qu'était cette digue qui protégeait la ville de la mer ? Certainement pas une digue au sens où nous l'entendons maintenant, car pour protéger la ville, il lui aurait fallu être plus élevé que le niveau des plus hautes eaux. Et si la ville avait pu être submergée, la digue, elle, ne l'eût point été. Ne s'agissait-il pas de bondes de la mer, de clés qu'il ne faut pas tourner, c'est-à-dire renverser ? Alors la légende n'aurait-elle pas été christianisée en inversant les rôles ? Dans la légende chrétienne, on voit le roi Gradlon, juste et bon, et bien entendu bon chrétien. Sa fille Mahut, païenne, menait une vie dissolue et se livrait à toutes les entreprises du diable. Un matin, après une nuit d'orgie, sur les conseils du malin, elle déroba les clés de la porte de la digue qui maintenait les flots de l'océan et s'en fut ouvrir les portes de la mer. Alors la mer se précipita par la porte ouverte et envahit la ville à la vitesse d'un cheval au galop, aussi vite que le roi Gradlon qui fuyait à cheval, évidemment, poursuivi par la mer et portant sa fille en croupe. Alors une voix dit au roi d'abandonner sa fille, cause de tout le mal, et le roi laissa tomber sa fille et la mer engloutit la fille, et le flot s'arrêta. Mais la ville avait été submergée par les flots qui étaient montés plus haut que le plus haut des clochers, que la plus haute tour. Les légendes ont leur logique particulière qui n'est pas forcément celle de tous les jours. Mais si celle-ci présente d'étranges lacunes, et bien sûr il y a des invraisemblances, puisque c'est une légende. Et si l'histoire cependant était vraie, mais inversée, comme elle s'ordonnerait tout de suite plus logiquement. Il est évident que toute la presqu'île d'Armor est au péril de la mer, et plus encore l'extrême pointe du Finistère et la ville d'Is. En son extrême pointe était certainement très menacée, et des glissements de terrain pouvaient se produire. Mais en des temps très anciens, des gens fort savants, c'est une légende comme une autre, avaient, par des alignements de pierres dressées, stabilisé le sol, avaient constitué une digue à l'envahissement des flots, une digue semblable à celle que nous voyons encore à Karnak. Et dans ces pierres dressées, il en était qui étaient des pierres clés, qu'il ne fallait pas tourner, renverser. Et cette digue gardait la très vieille cité sacrée d'Is, dont le roi gardait la coupe du savoir, ce pourquoi on le nommait Gradlon. Et parce que la tradition était telle, les pierres de la digue, et plus précisément les clés, étaient considérées comme sacrées et étaient vénérées par le peuple. Mais vint un temps où la Gaule se christianisa, et où on pourchassa les druides qui étaient les gardiens du savoir et de la tradition. Et il advint qu'un Pannonien, qui évangélisait le pays et ignorait les traditions, crut que les pierres dressées étaient des idoles païennes. Il était peut-être plein de bonne volonté, mais il ignorait tout des choses du pays, et spécialement que les Gaulois n'avaient pas d'idoles. Et il poussait les néophytes à détruire les pierres anciennes que le peuple révérait. Il devait devenir Saint-Martin, et il fut sans doute, avant Charlemagne, autre étranger ignorant, le plus grand destructeur de mégalithes.
Or, le roi Gradelon, en sa ville 10, avait une fille Mahut, qui devait être disciple du Pannonien, car un jour, à l'exemple de son maître, elle s'en fut abattre les pierres sacrées, tournant parmi elles les clés de la digue. Alors, sous les assauts de la mer, les sols se désagrégèrent, et toute la baie de Douarnenez, avec sa ville 10, glissa sous les flots. Il me semble que la légende ainsi contée sonne plus juste. Et il est réconfortant de penser que si Gradelon se débarrassa de sa fille ignorante, il sauva cependant sa cavale, ou celle-ci le sauva, comme on voudra. Il reste encore des alignements dans un autre endroit de la Bretagne, particulièrement menacé lui aussi, car il existe justement en ce point, d'après les géologues, une faille très importante. Il s'agit de Carnac, et peut-être est-ce parce que tous ces aliments n'ont pas été respectés autrefois qu'une partie du sol s'est affaissée et forme maintenant le golfe du Morbihan qui fut submergé aussi à l'ère chrétienne. Sans doute a-t-on trouvé dans les alignements de Carnac des orientations qui donneraient à penser qu'il s'agissait là d'une sorte de temple solaire. On y a trouvé aussi, dans les écartements des pierres, des mesures qui auraient quelque valeur d'enseignement. Et sans doute existe-t-il dans ces alignements bien d'autres choses encore en rapport avec la Terre et le système solaire. Mais vouloir réduire de tels monuments à une seule donnée serait certainement une erreur. La Terre est un tout et le monde solaire est aussi un tout qui englobe celui de la Terre. Et une œuvre n'est valable que pour autant qu'elle se trouve en accord avec ce tout terrestre et ce tout solaire. Tout comme un arbre ne peut être un arbre qu'en accord avec toutes les forces cosmiques. Quoi qu'il en soit, depuis le 8e siècle, les Bretons ont cessé de détruire les pierres du diable, se contentant de les cristalliser par des croix, après peut-être une expérience vécue. Et depuis, le sol n'a pas bougé. Et comme il est probable que ces pierres gêneront quelques jours un constructeur ou un architecte et qu'ils les détruiront, il sera curieux de voir ce qui se produira.